Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de réaliser aujourd'hui mon entretien avec Mamadou Fall. À travers son livre Riche, dont vous trouvez une synthèse animée sur Mind Parachutes, Mamadou souhaite partager les stratégies qui ont permis à des millions de personnes à travers le monde d'accéder à la richesse. La conviction de Mamadou est que tout le monde, peu importe sa situation familiale, professionnelle et financière actuelle, peut atteindre l'objectif de se constituer un patrimoine de 1 million d'euros. Mamadou est diplômé en gestion de patrimoine de l'OREP à Clermont-Ferrand et dans sa carrière professionnelle, il a été assureur, expert en gestion de patrimoine et banquier privé. Bonjour Mamadou. Bonjour Mathéo. Et merci d'avoir accepté cette invitation à réaliser cet entretien. Merci, Tout merci, le merci. plaisir pour moi. Je suis très honoré de faire cet entretien avec toi aujourd'hui. Super, super. Alors j'ai préparé une série de questions. Mhm, Après, vais un peu me laisser guider aussi par l'inspiration. Mais en tout cas, mhm. je voulais commencer l'entretien par te demander qu'est-ce qui fait que toi, tu es convaincu que tout le monde peut devenir millionnaire, peu importe sa situation. Qu'est-ce qui te fait dire ça? En fait, c'est pas mon expérience parce que j'ai commencé ma carrière dans les assurances, puis je suis entré dans la banque en m'occupant d'un portefeuille de clients relativement modeste. Donc, c'est beaucoup de jeunes qui démarraient dans la vie et des gens qui n'avaient pas beaucoup de patrimoine. Et progressivement, je suis monté en gamme pour être aujourd'hui en banque privée où je suis des clients millionnaires. Et effectivement, en regardant ce parcours-là, et surtout aujourd'hui la situation des clients que je conseille au quotidien, je me suis rendu compte, bien évidemment avec le temps, avec l'expérience, que les gens que je conseille aujourd'hui, ce sont des personnes qui, au début de leur carrière, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, n'avaient pas de patrimoine pour la plupart. Donc, c'est Hmm. des gens qui avaient comme seul capital de départ leur salaire. D'où le sous-titre du livre, se constitue un patrimoine avec un petit capital. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand vous allez voir une banque pour faire un crédit d'investissement, la première chose qu'on va vous demander, c'est est-ce que vous travaillez et combien vous gagnez. Et donc, c'est sur la base de ce salaire-là, de ce capital de départ, qu'on va pouvoir effectivement vous accompagner dans les différents projets. Et donc, en regardant ce parcours-là, je me suis rendu compte qu'effectivement, en ayant le bon comportement avec l'argent, en ayant les bonnes connaissances de base, on peut effectivement, à partir d'un seul salaire de 1500 euros, 2000 euros, etc., se constituer un patrimoine au fil des années. Et forcément, quand on utilise le levier du crédit, qui est quand même le levier le plus puissant, c'est-à-dire on va s'enrichir avec de l'argent qu'on ne possède pas. Et donc, Hmm. la seule garantie dont on a besoin pour les banques, c'est justement de se dire, j'ai un contrat de travail, j'ai un salaire qui me permet demain de rembourser mes crédits. Et avec ce salaire-là, donc, je peux solliciter les banques et effectivement, avec ce levier du crédit, m'enrichir alors que je pars de rien. D'accord, super, merci beaucoup. Et d'ailleurs, je vais pas montrer la couverture de ton bouquin, mais voilà, il est là, il est à mes côtés. En fait, pour les personnes qui se disent, non, mais en fait, c'est pas pour moi, parce que voilà, je trouvais que c'était intéressant, tu le disais pratiquement dès le départ dans le Mhm. bouquin. Voilà, donc il faut déjà y croire pour pouvoir commencer. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui t'écoute Mhm. et qui pense que c'est pas fait pour lui ou pour elle? Que ce que tu dis là, c'est peut-être possible pour les autres, mais Mhm. pas pour lui ou pour elle. En fait, on a beaucoup de croyances comme ça. J'ai longtemps entendu dire les banques ne prêtent qu'aux riches, ce genre de phrase, où j'ai que le SMIC, je ne peux pas devenir riche parce que c'est pas fait pour moi, que les banques ne vont pas me prêter de l'argent parce que j'ai pas suffisamment de garantie. Et du coup, ce sont des croyances que les gens ont avec eux et c'est une forme d'autocensure pour aller vers la richesse. Donc, au lieu d'aller voir la banque en lui disant j'ai un projet, est-ce que tu peux m'accompagner ou pas, les gens préfèrent se dire j'ai un petit salaire, la richesse c'est pas pour moi, je préfère vivre comme ça avec peut-être la sécurité de l'emploi en fonction du métier qu'on fait. Si je peux acheter peut-être ma résidence principale et encore l'acheter, et ma foi, quand je serai à la retraite, j'aurai une retraite de base et je vivrai comme ça. Du coup, petit à petit, les gens s'éloignent du monde de l'investissement à cause de leurs propres croyances. Hmm, C'est ça le d'accord. problème de base et c'est ça que j'ai essayé tout au long du livre de déconstruire en prenant à chaque fois pour illustrer les chapitres du livre des exemples concrets sur des clients que j'accompagne
tous les jours au quotidien. Et il y a quoi? Il y a à peu près 3 semaines, j'étais en rendez-vous avec un de mes clients qui a lu le livre et qui me dit, Monsieur Fall, en lisant votre livre, j'avais un peu l'impression que vous racontez ma vie. Pourquoi? Parce qu'il me dit tout ce que vous racontez, c'est-à-dire qu'il me dit, moi-même, j'ai commencé ma carrière avec juste mon salaire et aujourd'hui, je suis effectivement suivi en banque privée et toutes les stratégies que vous expliquez, c'est quasiment ce que j'ai mis tout au long de ma carrière. C'est-à-dire en évitant, par exemple, les mauvais crédits. Tout au long du livre, je le dis, le crédit, c'est une arme à double tranchant. Hein. Soit on l'utilise de manière intelligente pour acquérir des actifs. Donc, un actif, c'est un bien qui me permet de générer des revenus tous les mois, comme un bien immobilier que je mets en location. Soit on va faire de mauvais crédits qui vont nous paupériser avec le temps. C'est-à-dire que, je donne l'exemple de beaucoup de jeunes qui commencent dans la vie active. La première erreur qu'ils vont commettre, c'est d'aller voir la banque pour faire un crédit de 25 000, 30 000 euros pour acheter une voiture neuve, sachant que cette même voiture va perdre 15 à 20% de sa valeur dès qu'on met un pied dedans. Et donc, on va se retrouver avec quelque chose, un crédit qu'on va devoir payer pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, et qui va nous empêcher de faire de bons crédits. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on va retourner voir la banque en lui disant, tiens, j'ai un appartement que je veux acheter pour mettre en location, mais dès qu'on calcule le taux d'endettement, on ne peut pas financer parce qu'à cause de ce crédit de départ pour financer une voiture qui perd de sa valeur, ça va nous empêcher d'accompagner ces jeunes-là pour faire des crédits intelligents. Et donc, d'où l'intelligence financière en fonction de l'objectif que se fixent les uns et les autres. Après, moi, ça me dérange pas. Si quelqu'un me dit, écoutez, M. Fall, moi, mon objectif, c'est pas d'être riche. Je veux profiter de la vie. Dès maintenant, je veux acheter une voiture neuve. Ça me fait plaisir. Je dis, OK. Mais si votre objectif, c'est d'avoir un patrimoine de 500 000, 600 000, 1 million dans quelques années, ça, c'est la démarche à éviter tout au début de sa carrière. Parce qu'effectivement, il y a le levier temps, c'est mathématique. Hein. Plus on commence tôt, mieux c'est. Pour se lancer dans l'investissement, mieux vaut commencer à 23, 24 ans quand on rentre sur le marché du travail que d'attendre 45, 50 ans. Après, il n'est jamais trop tard pour se lancer dans l'investissement. Moi, j'ai des clients aujourd'hui qui ont 45 ans par exemple, qui vont acheter un bien immobilier ou financer des parts de SCPI sur une période de 20 ans. Aujourd'hui, avec le recul de l'âge de la retraite, ce crédit-là, si on le fait sur 20 ans, sera remboursé au moment où ces clients arrivent à la retraite. Du coup, ils vont se retrouver avec un bien sur lequel il n'y a plus de crédit. Du coup, ça va leur servir de complément de revenu. Donc, il y a énormément de stratégies qu'on peut mettre en place. Après, tout dépend de l'objectif des uns et des autres. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste énormément. Avant toute chose, chaque investisseur doit se déterminer son objectif patrimonial. Donc ça, c'est une question fondamentale que chaque personne doit se poser en se disant, aujourd'hui, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, peu importe, quel est mon objectif patrimonial dans les 5, 10, 20 années à venir? Et en fonction de cet objectif-là, en fonction de notre situation professionnelle, si on est salarié, si on est fonctionnaire, si on est profession libérale, en fonction de notre situation familiale, entre le célibataire sans enfant et le couple marié avec un enfant, 2 ou 3, la stratégie ne peut pas être pareille. Parce qu'il y a des contraintes qui font que l'un pourra aller vers tel ou tel investissement et pas l'autre. Raison pour laquelle il faut surtout éviter, surtout pour les jeunes qui démarrent, il faut surtout éviter de se dire, je vais faire telle ou telle stratégie, par exemple la colocation, où je vais investir dans des immeubles de rapport, tout simplement parce que le petit copain l'a fait. Où je vais acheter ma résidence principale, parce que mes amis, ils ont tous propriétaires de la résidence principale. Mais si vous n'avez pas la même situation et si vous n'avez pas les mêmes objectifs, forcément, ce qui marche pour les uns ne pourra pas marcher pour les autres. Je trouve ce que tu viens de dire vraiment super intéressant et je pense que c'est valable dans l'investissement comme, je dirais, à peu près dans n'importe quel autre domaine de sa vie. Dans tous les domaines. Effectivement, le fait de dire, en fait, il n'y a pas une recette universelle qui va convenir à tout le monde, mais il y a la recette qui va fonctionner pour moi sur la base à la fois de ma situation et de mes objectifs. Et du coup, sur cette partie-là, quels sont les éléments, est-ce qu'il y a quelques critères ou quelques domaines de base auxquels tu invites les personnes à réfléchir pour déterminer du coup leur stratégie? Alors, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, en banque privée,
quand je reçois un client pour la première fois, je fais ce qu'on appelle un diagnostic patrimonial. Donc, je vais poser à mon client, pardon, tout un tas de questions pour déterminer, pour faire une photographie actuelle de sa situation. Donc, c'est ce que je disais, professionnel, familial, ses objectifs, ce qu'il a déjà, ce qu'il ambitionne d'avoir dans les années à venir. Et à partir de ça, je vais dessiner ce qu'on appelle un profil investisseur. Me dire, ce client-là, il a déjà ça, 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 ça. Par rapport à ses objectifs, voilà le type d'investissement qui pourrait lui permettre d'atteindre son objectif. Et donc ça, effectivement, chaque investisseur, parce qu'aujourd'hui, moi, je considère l'investissement comme un métier, et donc, chaque futur investisseur doit prendre le temps de la réflexion, se dire, par rapport à ma situation actuelle et par rapport à mes objectifs, quels sont les chemins qui me permettent d'y accéder. Prendre le temps de la formation, c'est fondamental. C'est fondamental, on ne le dira jamais assez. Quel que soit le domaine, que ce soit pour investir dans l'immobilier, que ce soit pour investir dans des SCPI, dans la bourse, il faut prendre le temps de la formation. Cette formation passe naturellement par les livres. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de livres qui sont écrits dans le domaine de l'investissement. Il y a des gens comme toi qui proposent un accompagnement personnalisé pour justement se former dans tel ou tel domaine, pour voilà, connaître le monde des... Il y a beaucoup de traders aujourd'hui qui dispensent des formations sur 2 jours, 3 jours. Il y a des gens qui ont réussi grâce à l'immobilier, qui donnent des formations pour accompagner les gens qui veulent investir dans l'immobilier. Donc tout ça, ça existe. Il faut s'y mettre, il faut apprendre avoir les bonnes connaissances de base pour justement limiter les erreurs au maximum. Parce que quand on parle d'un investissement qui va coûter peut-être 100 000, 200 000, 300 000 euros, ben chaque erreur peut être fatale. C'est surtout ça le problème. Et moi, j'invite donc énormément les gens qui veulent se lancer à prendre le temps de cette formation, à s'informer, à suivre des vidéos comme ce que tu fais, etc. Avant de se lancer, c'est ça qui nous permet de profiter des erreurs déjà commises par d'autres personnes qui ont écrit des livres, qui dispensent des formations pour expliquer leurs erreurs et permettre à ces gens-là de les éviter. Parce qu'une erreur de 10 000 euros ou de 20 000 euros, ma foi, pour les rattraper, c'est pas évident. C'est clair, c'est clair. Et alors, je ne peux qu'être d'accord avec toi finalement sur ce besoin de se former, peu importe les domaines, mais en tout cas, là, investissement, effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut faire d'ailleurs sans avoir du capital donc c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde. Donc le fait de se Oui. former, je suis d'accord que c'est toujours un élément indispensable. Alors, tu parles, si je rentre un peu plus spécifiquement dans le livre et je dirais dans les parties un peu entre guillemets plus techniques, tu parles tu expliques le fait que une notion indispensable à maîtriser, tu en as déjà parlé un peu avec les bons et les mauvais crédits, mais en tout cas, une notion indispensable à maîtriser, c'est de réussir à faire la différence entre un actif et un passif. Est-ce que tu pourrais expliquer vraiment très facilement comment faire la différence entre les deux? Alors, pour faire simple, un actif, c'est tout ce qui me permet de rentrer dans l'argent dans mes poches. Pour te donner un exemple très concret, ce livre que j'ai écrit, qui s'appelle Riche, c'est un actif parmi mes autres actifs. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'une personne commande le livre, il y a de l'argent qui rentre dans ma poche. Aujourd'hui, si tu vas acheter un appartement que tu mets en location, c'est un actif. Pourquoi? Parce que tous les mois, on a un locataire qui nous verse de l'argent. Si j'achète des actions de la bourse, c'est un actif. Pourquoi? Parce que les actions versent ce qu'on appelle un dividende. Le dividende, c'est le loyer du capital que j'ai mis à la disposition de l'entreprise. À l'inverse, un passif, c'est tout ce qui me coûte de l'argent. Si je vais dans un magasin pour acheter un canapé, une machine à laver, avec des paiements en 10 fois, etc., qui comportent des intérêts, parce que ce n'est pas gratuit, c'est un passif. Parce que tous les mois, je vais devoir payer quelque chose avec des intérêts. Raison pour laquelle, pour donner d'autres sortes d'actifs, le passif par excellence, c'est la voiture. Parce qu'on sait tous qu'une voiture, sauf si c'est une voiture ancienne de collection, et ça c'est plutôt rare, il y a un marché qui concerne ce domaine-là, mais une voiture de manière générale, c'est un actif qui perd de sa valeur, surtout une voiture neuve. Après, on va me dire, mais je travaille, j'ai besoin de voiture, comment je fais? La solution n'est pas très compliquée. Entre
la voiture qu'on avait quand on était étudiant, qui valait peut-être 4 000, 5 000 ou 6 000 euros, et faire un crédit de 30 000 euros, il y a quand même un gap assez considérable. Et moi, ce que je propose aux gens, c'est justement de progresser par étapes. On peut passer d'une voiture qui tombait souvent en panne parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, on était étudiant, à aujourd'hui qu'on a un salaire qu'on peut payer un crédit, à une voiture qui va coûter peut-être 10 000 euros ou 15 000 euros. C'est déjà un gap de franchi. Et progressivement, en fonction de nos actifs qui s'accumulent avec le temps et des revenus que ça génère, on peut monter en gamme beaucoup plus facilement. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que si on veut devenir riche, la première chose à faire dès les débuts de notre carrière professionnelle, c'est d'accumuler le maximum d'actifs possible. Donc, ça demande parfois de se serrer un peu la ceinture. Il y a des contraintes, bien évidemment. Parce que aujourd'hui, un jeune qui démarre dans la vie active avec un salaire de 1500 ou 2000 euros, et là, je suis très généreux quand même, c'est pas tous les jeunes qui démarrent qui gagnent 2000 euros, il est quand même extrêmement difficile d'être à la fois un gros consommateur et d'être à la fois un gros investisseur. Donc, entre les deux, il y a un choix à faire. Malheureusement, l'immense majorité des gens vont choisir l'option la plus facile, à savoir consommer tout de suite. Parce qu'on est dans une société de consommation, malheureusement. Et donc, l'éducation financière qu'on veut apporter à toutes ces personnes qui nous regardent, c'est justement de se dire, en fonction de ces objectifs, encore une fois, il faut que j'aille au maximum vers les actifs et que je délaisse au maximum les passifs. Donc, tous les crédits à la consommation, ça rentre dans le cadre des passifs. Après, un crédit à la consommation, un crédit en soi n'est pas un passif ou un actif. Tout dépend de l'emploi qu'on va faire de l'argent. C'est ce que j'explique. Si j'emprunte 20 000 euros pour acheter une voiture, c'est un passif parce que la voiture va perdre de la valeur, etc. Si je prends les 20 000 euros et que j'achète pour 20 000 euros de parts de SCPI, ou 20 000 euros d'actions, ou j'achète une place de parking ou un box à 20 000 euros, c'est un actif parce que ça va me générer des revenus. Donc c'est ça que les gens doivent avoir à l'esprit, faire cette différence entre passif, ce qui me coûte de l'argent, et un actif qui me génère de l'argent. Yes, et d'ailleurs, tu expliques que finalement, il faudra qu'on est capable de faire cette différence-là. La route vers la richesse ne tient qu'à deux choses. Acquérir ou créer un maximum d'actifs, d'un côté, et d'essayer d'embarrasser le plus vite possible de ces passifs. Donc, Absolument. en fait, je trouve la recette super bien expliquée et vraiment très simple. Et pourtant, avec une recette si simple, pourquoi, à ton avis, il n'y a pas plus de gens qui arrivent à s'enrichir? Qu'est-ce qui fait que, même si ça, c'est facile à comprendre, après, c'est peut-être moins facile à mettre en œuvre? Mais tout simplement à cause de l'ignorance. C'est ce que je dis dans le livre. L'ignorance et la cupidité sont les pires ennemis de l'investisseur. C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un travail. Certains gagnent bien leur vie, mais sont souvent à découvert ou n'arrivent pas à construire un patrimoine parce qu'ils ne connaissent pas ce dont on est en train de parler. Tout simplement. Ils n'ont jamais lu des livres qui parlent d'investissement. Ils n'ont peut-être pas la chance d'avoir dans leur propre famille des gens qui ont déjà investi et qui leur transmettent justement cette éducation-là. Parce que malheureusement, le sujet de l'argent, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est vrai. Ça ne s'apprend pas à l'école. Et c'est pour ça que je disais que le métier d'investisseur, l'investissement doit être aujourd'hui considéré comme un métier à part entière. Et comme tout métier, aujourd'hui, on ne s'improvise pas médecin. On ne s'improvise pas architecte ou plombier ou carreleur, etc. On fait des formations ou des études sanctionnées par un diplôme qui nous permettent d'avoir les connaissances de base pour ensuite exercer. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais pour l'investissement, c'est pareil. On ne peut pas s'improviser investisseur si on n'a pas acquis les connaissances de base. Et ces connaissances de base-là, malheureusement, ça ne s'apprend pas à l'école. Donc, on peut avoir la chance de tomber sur un ami qui a déjà lu un livre comme L'homme le plus riche de Babylone. C'est un monument, ce bouquin. De lire des livres de Napoléon Hill, voilà tous les bouquins qu'on connaît tous les deux. Il y a des gens qui ont cette chance très tôt dans leur vie de tomber sur des livres comme ça, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et de manière générale, dans notre pays, on a quand même, pour des raisons historiques, religieuses, tout ce qu'on veut, un grand problème avec l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à parler d'argent parce que c'est un peu tabou. Et quand on est riche, on préfère se cacher, contrairement aux pays anglo-saxons comme les États-Unis, etc., où quand on réussit,
on est valorisé pour servir d'exemple pour la jeune génération. Et on voit tous les milliardaires américains, les Jeff Bezos, les Elon Musk, etc., qui font tout le temps le tour des plateaux pour expliquer qu'eux-mêmes, ils sont pour la plupart issus de familles modestes et que ben, c'est grâce justement à tous ces mentors comme les Napoléon Hill qui les ont inspirés, qu'ils ont réussi à croire en eux et en se disant que malgré mes origines modestes, si j'y crois, je peux y arriver. Je peux y arriver. Ok. Merci pour le partage. Donc, ça revient à nouveau à ce besoin de s'éduquer et Oui, d'apprendre. Super. Donc, en fait, dans le livre, tu fais la liste après, et après tu analyses un peu les avantages et les inconvénients des différents types d'actifs. Donc, tu as parlé déjà du travail. oui, Et je dois te dire que c'est la première fois que je vois quelqu'un qui présente le travail comme étant un oui, actif. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Et en me disant, oui, ben, en fait, c'est vrai, c'est vraiment le premier actif dont on dispose, oui, qui est composé, finalement, tu dis, du temps que l'on a et des compétences que l'on absolument. peut mettre à disposition. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Donc il y a le travail, Oui, puis il y a des, je dirais, des actifs un peu tangibles, un peu oui, très matériels, comme l'immobilier. oui, Après, il y a des actifs financiers, des actions ou oui. des obligations. Or, pour quelqu'un qui commence sa route vers la liberté financière, Mhm. par quel actif tu proposes de commencer et pourquoi? Ou éventuellement, quels sont les éléments qui doivent permettre aux gens de dire c'est un bon actif pour moi ou Mhm. c'est peut-être pas le bon moment ou pas le Mhm. bon actif. Oui. La question des définitions, c'est très très important. Parce que j'ai déjà entendu, j'ai déjà vu des vidéos ou des livres où certains disent que, par exemple, la résidence principale, c'est un passif. Parce qu'il ne génère pas de l'argent. Moi, je dis c'est complètement faux. Tout dépend de la stratégie et de là où on veut aller. Parce que la résidence principale doit être intégrée complètement dans la stratégie patrimoniale. Je Hmm. vais te donner un exemple très très concret et tu verras pourquoi je te dis ça. Aujourd'hui, si tu me dis, mon objectif c'est d'être rentier en immobilier quand j'aurai 40 ans, oui, je vais te dire, en ce moment-là, n'achète pas ta résidence principale. Parce qu'effectivement, la tendance, quand on achète une résidence principale, ben, c'est effectivement d'acheter quelque chose de très cher parce que c'est pour nous, c'est pas quelque chose qu'on met en location. Si c'est une maison, on va essayer de mettre une belle cuisine équipée qui va nous coûter 15 ou 20 000 euros. Pour certains, de mettre une piscine qui va nous coûter aussi des sommes très très importantes, de faire des extérieurs, ce genre de choses. Donc, ça peut devenir une machine à consommer du cash. Mais euh, pour quelqu'un dont l'objectif principal, c'est le bien-être de sa famille, parce qu'il est marié, il a des enfants qui ont besoin d'espace pour jouer, etc., etc., la résidence principale doit être intégrée. Parce Hmm. que ça ne sert à rien d'être riche si c'est pour vivre de pâtes matin, midi, soir. Donc ça, il faut le comprendre. Et l'autre avantage, c'est quoi? C'est que la résidence principale euh, est complètement exonérée de fiscalité en cas de vente. Ça, il faut le savoir. J'ai un client au Luxembourg, parce que moi je suis à la frontière du Luxembourg. Ils avaient acheté en 2011 une maison à peu près 600 000 euros au Luxembourg. 10 ans après, comme tu le sais, pendant la crise Covid, l'immobilier a fait un bond parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans des appartements sans balcon qui se sont dit, ben, si demain il y a encore d'autres confinements, il faut que je trouve une maison. Et donc, du coup, ben, les maisons ont pris de la valeur. Ce couple a vendu sa maison fin 2020, tiens-toi bien, à 1 700 000. Waouh! 1 700 000. Parce que Waouh! Luxembourg, l'immobilier au Luxembourg, c'est comme l'immobilier à Paris. Hein. Ça coûte excessivement cher. Et quand on tombe sur un bon moment comme fin 2020, où les taux d'intérêt étaient encore très bas, il y avait une forte demande à cause des confinements, mais ils ont profité de ça. Du coup, ils ont récupéré 1,1 million de plus-value nette de fiscalité. Hmm. Avec cet argent-là, ben, ils sont partis, ils ont démissionné de leur métier, ils sont partis maintenant vivre dans le sud. Avec cet argent-là, ils avaient déjà une résidence secondaire qu'ils mettaient en location de manière saisonnière. Ils l'occupaient une partie de l'année. Ils ont fait de cette résidence secondaire leur nouvelle résidence principale. Et avec la plus-value générée par la vente de la maison au Luxembourg, ils ont acheté deux autres maisons qu'ils ont mis en location. Ce Hmm. qui fait qu'aujourd'hui, juste avec cette résidence principale-là, ils sont devenus rentiers en immobilier. Waouh! Donc, dire que la résidence principale, dire catégoriquement
que la résidence principale, c'est un passif, c'est complètement faux. Tout dépend de la stratégie des uns et des autres. Et Bien des sûr. opportunités du moment, parce que le marché immobilier, c'est comme les actions, il y a des moments où ça monte, il y a des moments où ça baisse. Aujourd'hui, avec la hausse des taux, effectivement, l'immobilier baisse, et c'est ça le but de la hausse des taux des banques centrales. Mais l'investisseur, en fonction de ses objectifs, on doit prendre, on doit rien laisser au hasard, y compris la résidence principale. Maintenant, pour le jeune qui veut être rentier, qui se dit, moi je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, je veux être rentier en immobilier le plus rapidement possible, là je vais lui dire, n'achète pas ta résidence principale. Ce que tu vas faire, prends un logement, parce qu'il faut bien qu'il se loge. Donc, prends un logement qui ne te coûte pas cher, déjà dans un premier temps. Ça peut être une colocation, donc où on va payer peut-être 300 ou 400 euros par mois. Si le jeune a encore la possibilité d'aller vivre chez ses parents, pourquoi pas, s'il est toujours dans la même ville que ses parents, le temps de mettre en place cette stratégie. Parce que quand on va demander un crédit à la banque, on va, dans le calcul du taux d'endettement, intégrer le loyer qu'on paye. Donc, si j'habite chez mes parents et que je n'ai pas de loyer, ça me permet d'augmenter mon taux d'endettement. Et donc, d'acquérir beaucoup plus de biens que si j'étais locataire d'un bien où je paye déjà 800 ou 900 euros. Il y a plusieurs stratégies. Aujourd'hui, tu connais bien la colocation. J'achète un appartement où il y a déjà 3 chambres, par exemple, et un grand salon. Je transforme ce grand salon en faisant 2 nouvelles chambres supplémentaires. Je me retrouve avec 5 chambres. J'arrive à faire le crédit, par exemple, aux alentours de 1000 euros. Chaque chambre est louée, par exemple, je ne sais pas, 300 euros. Si j'ai 5 chambres, 3 fois 5, 15, 1500 euros. Ce qui fait que donc, en encaissant 1500 euros de loyer par mois, avec un crédit qui me coûte 1000 euros par mois, ça me permet de dégager un cash flow positif de 500 euros. Donc, si je duplique ce schéma-là sur 2, 3 ou 4 biens, ben, j'arrive progressivement à être rentier en immobilier. Après, moi, ce que je dis encore une fois, c'est il faut que chacun se détermine son objectif patrimonial parce que on a une partie des gens qui veulent être rentiers en immobilier, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont fait des études pour être notaire, pour être mécanicien, pour être architecte. Ils n'ont pas envie de prendre leur retraite à 40 ans. Et donc, ces gens-là, une partie de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils se disent, moi j'ai un salaire relativement confortable, je veux acquérir ma résidence principale parce que mon objectif principal, c'est le bien-être de ma famille. Mais à côté de ça, étant donné que je travaille et que mon épouse travaille, ben, on a 2 salaires qui nous permettent d'aller acheter un appartement qu'on mettra en location, dont le crédit se terminera avant notre retraite et qui nous servira de complément de revenus. Et ces biens-là, on pourra le transmettre à nos héritiers le jour où on décédera. Donc, il y a énormément de stratégies et tout dépend, encore une fois, de l'objectif de chaque personne. On ne peut pas Yes. généraliser, dire il faut absolument pas acheter sa résidence principale, il faut absolument faire de la colocation, non. Parce qu'aujourd'hui, pour le cas de la colocation, pour trouver le bien qui correspond à ce type de stratégie, il faut avoir du temps. Parce que parfois, il faut en visiter plusieurs biens, des dizaines de biens, pour trouver le bien qui sera adapté. Dans une ville où il y aura de la demande, en l'occurrence des villes où il y a des étudiants ou des jeunes qui commencent dans la vie active et qui ont besoin effectivement d'un loyer pas trop cher pour leurs investissements. Mais si je prends un jeune célibataire, il pourra peut-être faire des visites le matin avant d'aller au travail, entre midi, le soir, parce qu'il n'a pas d'enfants à gérer. Si tu veux faire ça à un couple avec des enfants en bas âge qu'on doit chercher à la crèche, qu'on doit aller chercher à l'école, leur faire à manger, faire les devoirs, etc., de faire des dizaines et des dizaines de visites pour un couple, non, c'est pas possible. Donc, il faut encore une fois qu'on se mette ça à l'esprit. Chaque investissement est destiné à une catégorie de personnes. Et pas qu'on généralise en disant, si tu veux être rentier, fais de la colocation. Non, les situations ne sont pas pareilles. D'accord. Merci beaucoup, Mamadou. Même par expérience personnelle, je sais pertinemment que l'argent n'est pas qu'une question de logique et des connaissances. Il y a aussi un aspect émotif dans notre relation à l'argent et parfois, c'est même cette partie-là qui pèse, qui pèse beaucoup finalement. Absolument. Avec ton expérience dans les domaines, d'après toi, quelles sont les 3 erreurs typiques que les gens font et qui impactent leurs résultats financiers justement à cause de cette relation émotive avec l'argent? Tu en as déjà dit Oui. un mot tout à l'heure qui m'a intéressé. Oui. Il y a plusieurs choses. Il y a la première erreur,
c'est l'ignorance. Ça, j'insisterai jamais assez dessus. C'est l'ignorance, D'accord. l'ignorance, l'ignorance. On ne peut pas exercer dans quelque chose, réussir dans un domaine qu'on ne connaît pas. C'est Hmm, impossible. c'est vrai. La deuxième chose, c'est la cupidité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, tout le monde veut devenir riche le plus rapidement possible, avec le moins d'efforts possible. C'est impossible. Moi, si je prends le cas de clients que je connais qui sont très riches, qui ont de très très gros salaires, c'est des gens qui font 50 heures, 60 heures par semaine. Ils travaillent énormément, qui prennent très peu de vacances. Et même les gens dont on parle, qui arrivent à devenir rentiers grâce à l'immobilier. Mais rentier en immobilier aussi, c'est juste on transfère un métier qu'on avait, un métier de salarié, vers un métier d'investisseur. Parce qu'être rentier en immobilier, c'est pas non plus de tout repos. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez 5 colocations avec à chaque fois 4 ou 5 locataires à gérer, ça vous fait facilement 20 personnes à gérer ou plus. Et Hmm. donc, de temps en temps, on vous appelle parce qu'il y a une fuite par ici, il y a un locataire qui part, il faut le remplacer, il faut faire des annonces, etc., faire des visites. Quand on fait de la colocation, en général, il y a quand même beaucoup de travaux à faire, ou un immeuble de rapport. On peut acheter une grande maison, transformer cette maison en 2 appartements. Parfois, ça passe quand même par des travaux très, très lourds qu'il faut superviser, aller chercher des artisans, aller chez le notaire, trouver des agents immobiliers. C'est pas de tout repos. Donc, gagner de l'argent en soi, c'est quelque chose qui demande du temps. Et donc, D'accord. Il cette faut accepter cupidité, finalement d'investir ce temps-là. Il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats immédiats sans effort. non. On peut commencer avec un investissement, on peut déjà commencer à dégager un cash flow positif. Ça, c'est possible. Donc, il y a des gens qui le font, mais qu'on n'oublie pas que sur ce bien qui génère un cash flow positif, il y a quand même un crédit qui va se terminer dans 20 ou 25 ans. Hmm. Et donc, quand ce crédit sera terminé, on pourra appréhender la totalité du loyer. Et donc, il y a toujours cette notion temps que les gens oublient. C'est pour cette raison que je dis que la cupidité, c'est quelque chose qu'il faut éviter et sortir de l'esprit des gens que devenir riche, c'est une chose facile. Non. Moi qui suis en banque privée, qui suis des clients banque privée depuis des années, je connais parfaitement leur parcours. Ils ne se sont pas enrichis du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Hmm. Et toutes les Oui, personnes il y qui avait disent ça, d'ailleurs une mais métaphore. Il y a d'ailleurs une métaphore que tu utilises dans les livres que j'ai trouvée très parlante, où tu dis finalement, tu peux pas prétendre de planter un arbre le matin oui. et d'espérer d'en cueillir les fruits le soir ou le Ouais, lendemain. Il faut juste accepter voilà, que tout ça, ça a absolument. besoin de temps. Ok, donc Absolument. tu as dit l'ignorance, la cupidité. Est-ce que tu as une troisième erreur à Les partager? mauvais crédits. Les Les mauvais mauvais crédits. crédits. Parce qu'aujourd'hui, la société de consommation dans laquelle nous sommes nous pousse à consommer toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et souvent, c'est ça le pire dans l'histoire, avec de l'argent qu'on ne possède pas. Moi, qu'on consomme avec de l'argent que j'ai dans mon livret A ou quelque chose comme ça, pourquoi pas? Si j'ai un salaire qui me permet d'aller au restaurant chaque week-end, d'aller au cinéma, d'aller 2 fois en vacances à l'autre bout du monde, pourquoi pas? Mais si je dois le faire avec de l'argent que je ne possède pas par des crédits, tôt ou tard, je vais me paupériser. Parce que cet argent-là, je dois le rembourser et je dois le rembourser avec des intérêts. Hmm. Il ne faut pas que les gens oublient ça. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quoi? Des jeunes qui s'installent, ils vont aller dans telle ou telle boutique, ils vont tout acheter avec des paiements en 5 fois, 10 fois, 20 fois. Et ce sont ces petits crédits qu'on accumule qui fait qu'à un moment donné, il suffit qu'il y ait un aléa de la vie qui nous tombe dessus. Pour une profession libérale, ça peut être une maladie mal couverte par nos assurances. Ça peut être je perds mon emploi parce que mon employeur a délocalisé en Roumanie ou ailleurs. Euh, il y a des salariés qui ont vécu des situations extrêmement compliquées. Pourquoi? Parce que l'entreprise était en difficulté. On leur a imposé du temps partiel. Du coup, je passe d'un salaire de 1 500 € qui me permettait de payer tous mes petits crédits. À cause de ce temps partiel imposé, je passe à 1 200 ou 1 300 €. Du coup, ça me fait quand même une marge négative de 200 ou 300 € qui rentrait, qui ne rentre plus. Et ça va fausser tout mon calcul. Et ce sont ces gens-là qui, progressivement, creusent tout simplement leur tombe. Et à un moment donné, quand le conseil n'est plus en mesure de les accompagner pour trouver des solutions de regroupement de crédit et autres,
et on est obligé de les envoyer à la Banque de France, fichage à la Banque de France pendant des années. Aujourd'hui, de mémoire, c'était le chiffre de l'INSEE, il y a plus de 120 000 personnes en France qui sont fichées Banque de France à cause des mauvais crédits. Oh. Et tout ça parce que c'est des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui sont extrêmement justes entre les rentrées d'argent et les sorties d'argent. Du coup, dès qu'il y a le moindre aléa, ça fait tout basculer. Et on se retrouve dans une situation où on ne peut plus rembourser ses crédits. Et ma foi, quand on ne peut plus rembourser ses crédits, ben, c'est fichage Banque de France. D'accord. Donc, effectivement, quand tu notes les 3 erreurs principales, l'ignorance, donc Oui, s'éduquer, se former, se mm, faire accompagner. Deuxième, la cupidité, donc oui, ne pas s'attendre à s'enrichir du jour au lendemain sans effort. mm. Et le troisième, c'est de choisir les bons crédits Les beaux crédits. et pas et éviter Éviter les mauvais. même les mauvais crédits. Ça, c'est Super, fondamental. super. J'avais aussi une question par rapport justement à ton rôle de banquier privé. Mm, C'est vrai que souvent, on a une image pas très positive finalement, que ce mm. soit des banques ou des professionnels Oui. euh, dans le monde de la banque. Mhm. Euh, qu'est-ce que, de quelle manière, d'après toi, au Mm. contraire, les banques et les conseillers en patrimoine ou les banquiers privés comme toi peuvent aider les personnes à atteindre leurs objectifs? Alors, parce qu'il faut considérer que ce soit le banquier, l'assureur, l'agent immobilier, ce sont des partenaires du futur millionnaire. Ce sont des partenaires incontournables. Parce qu'aujourd'hui, à moins d'être le petit-fils d'un multimilliardaire où on a déjà beaucoup d'argent sur les comptes courants, etc., on ne peut pas acheter, on peut difficilement acheter un bien qui vaut 200 000, 300 000 ou 400 000 euros sans passer par un crédit. Et c'est qui accorde le crédit? Ben, c'est le conseil à la banque. C'est qui nous permet de trouver le bien qu'on va financer? C'est l'agent immobilier. Ainsi de suite. C'est qui va assurer notre bien, va nous permettre de nous assurer nous-mêmes si jamais on est victime d'un décès ou d'une invalidité qui nous empêche de travailler, ben c'est l'assureur. Donc, ce sont autant de personnes qui parfois, pour diverses raisons, et je disais tout à l'heure qu'on a beaucoup de mal avec l'argent en France pour des raisons historiques, religieuses et autres, raison pour laquelle les banques ont mauvaise réputation. Moi, je dis c'est un mauvais procès. C'est un mauvais procès parce que aujourd'hui, on ne peut absolument rien faire en matière d'argent sans avoir l'accompagnement de son conseil. Donc, mieux vaut en faire un partenaire de manière intelligente plutôt que voilà de les pointer du doigt. Voilà, on fait tous un métier honorable. On est là pour accompagner les gens, pour conseiller les gens. C'est pareil aussi pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui font un travail formidable. On a une connaissance que tout le monde n'a pas en matière d'argent, chacun son métier. Moi, quand je suis malade, ben, je vais voir le médecin. Quand j'ai besoin de documents juridiques, je vais voir un avocat ou un notaire, chacun son métier. Et quand j'ai besoin d'argent de financer, ben, je vais voir un banquier. Donc, c'est un partenaire. Et dans le livre, j'insiste sur le fait qu'il est indispensable pour l'investisseur de se constituer un réseau. Hmm. Et ce réseau-là, effectivement, il y a le banquier qui m'accompagne, il y a le notaire qui signe les documents juridiques et autres, il y a l'agent immobilier qui me permet de trouver les biens avant tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, un agent immobilier, qu'est-ce qu'il veut? C'est fidéliser sa clientèle. C'est plus intéressant pour l'agent immobilier d'avoir un investisseur qui vient le voir pour la première fois en lui disant je veux faire une colocation, mais après je compte quand même trouver, financer 5, 6, 7 biens. Est-ce que vous pouvez m'accompagner dans ce projet-là? Ben, l'agent immobilier, il préfère ça que monsieur tout le monde, un couple qui vient juste pour acheter sa résidence principale et qu'on ne revoit plus jamais. Hmm. Donc, l'agent immobilier fait partie du dispositif qui doit nous accompagner, comme les partenaires, les courtiers pour trouver un bon crédit. Parce qu'effectivement, quand vous allez directement dans une banque, on peut vous donner un taux. Quand vous passez par un courtier, vous avez un taux plus faible parce que le courtier négocie ses taux avec la banque. Raison pour laquelle je dis, au lieu de, surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps aussi, donc au lieu de faire soi-même 5 banques, 10 banques, 15 banques, si j'ai un courtier qui va travailler avec toutes ces banques-là, je lui donne mon dossier et c'est lui qui va faire les démarches pour me trouver la meilleure offre, c'est mieux. Je gagne du temps, je gagne un taux, même si je rémunère le courtier parce qu'il ne travaille pas gratuitement, mais quand je regarde le pourcentage que je lui donne et les économies qu'il me permet de réaliser, ça vaut la peine.
C'est bien comme sûr. les formations dont on parlait. Je préfère 1000 fois, avant de me lancer dans la bourse, suivre une formation avec un trader en payant, je ne sais pas, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, d'avoir les bonnes connaissances avant de me lancer, que d'acheter des actions, de paniquer quand les marchés baissent et de vendre à part, et de perdre des 10 000, 15 000, 20 000 euros. Donc, ils Bien font sûr. partie de ce réseau-là, ils font partie du dispositif. Ouais. Il faut créer ce réseau-là. C'est ça qui nous permet d'être efficace, d'aller plus vite, de trouver les biens avant tout le monde, de trouver des financements rapidement parce qu'on a un agent, un courtier qui nous connaît, qui a notre dossier, qui peut activer ces réseaux le plus rapidement possible, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le D'accord. travail Je de réseau. trouve super intéressant cette idée de dire, bah, finalement, que ce soit dans l'investissement, mais à nouveau, je pense que c'est encore quelque chose qu'on peut l'éteindre à d'autres domaines. Si on se crée une équipe autour de soi, des gens qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs, on va y arriver beaucoup plus facilement que Oui, si on essaie de faire tout soi-même. Et absolument. je pense que c'est vraiment un grand message à Oui, retenir. oui. Merci pour ce partage. Je vois que voilà, ça fait déjà une quarantaine de minutes, mais avant de te laisser, j'avais un dernier sujet que je voulais aborder avec toi. J'ai une longue liste, mais celui-là, je pense que ça peut être Oui, intéressant. C'est que finalement, tu parles dans ton livre d'une répartition du budget que tu trouves être une répartition correcte, oui, finalement, pour aider à se constituer peu à peu un patrimoine immobilier. Et oui. donc là, la répartition que tu proposes, c'est le modèle 50, 30, 20. Oui. Donc, est-ce que tu peux dire de me que c'est quoi le 50, 30, 20 et voilà, quel est ce modèle-là? Alors, c'est un modèle, en fait, qui, pour moi, nous donne un cadre. Parce qu'encore une fois, je fais toujours la différence entre les différentes situations familiales et professionnelles. Parce que ce modèle-là, pour un célibataire ou un couple sans enfant, où chacun gagne 2000 euros par mois, etc., voilà, il faut l'adapter à sa situation. Les 50%, ça veut dire que tout ce qui concerne les charges fixes, incompressibles, le loyer, les factures eau, électricité, gaz, etc., on doit faire en sorte que ça ne dépasse pas 50% de notre salaire. Quand je vis seul, que je dois supporter tout seul toutes les charges, et quand je vis avec quelqu'un avec qui je partage, effectivement, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que je dis, ça donne un cadre. Les 30%, c'est la partie loisirs. Donc les loisirs, sortir au restaurant, aller au cinéma, chez le coiffeur, etc., etc., ça ne doit pas dépasser 30% de nos revenus. Et la partie la plus importante, quand on veut se lancer dans l'investissement, ce sont les 20%. D'où, dans le Mhm. livre, je préconise de commencer d'abord par mettre les 20% de côté avant toute chose. Si je reçois mon salaire le 31, il faut que le premier du mois, que les 20% aillent dans les différents comptes d'épargne. Ce qui me permet d'avoir une petite épargne disponible, type livret A. Ça me permet, si demain la machine à laver tombe en panne, au lieu de l'acheter avec un paiement fractionné en 10 fois ou 15 fois, je vais l'acheter cash. Comme ça m'évite de payer des intérêts et ça m'évite d'avoir un crédit qui sera pris en compte si demain je vais investir et qu'on calcule le taux d'endettement. Mhm. D'avoir une épargne moins long terme, type assurance vie, parce que l'assurance vie, c'est le meilleur contrat qui existe aujourd'hui. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est très, très technique, mais il faut avoir une épargne comme ça et aussi une épargne très long terme, parce qu'aujourd'hui, on a vu les réformes des retraites, il y a beaucoup de manifestations, etc., etc. À quelle sauce on va être mangé? Ma foi, personne ne sait. Tout ce qu'on espère, c'est avoir quand même déjà une retraite, ça c'est déjà pas mal. Et le fait de se dire, aujourd'hui, parce que je vais te donner un exemple très simple, par exemple, en utilisant le PEA, le plan épargne en action. On a fait des simulations en mettant 150 euros par mois dans un PEA, tout au début de ta carrière, en mettant 150 euros par mois en achetant des actions dans le PEA, jusqu'à la retraite, donc au bout de 40 ans, 42 ans, etc., on aura mis de notre poche environ 70 000 et on aura capitalisé aux alentours de 700 000. Donc Waouh, tu dix vois le fois rapport. plus. Voilà, c'est multiplié par 10. Pourquoi? Parce que les actions sur le long terme progressent, hein, prennent de la valeur, capitalisent, et les actions versent des dividendes. Et donc, les dividendes, effectivement, c'est l'équivalent du loyer quand on a un appartement qu'on met en location. Ce qui fait que le fait de réinvestir systématiquement les dividendes générés par les actions, c'est ça qui me permet de capitaliser, de capitaliser. Et sur le long terme, j'arrive à ces montants-là. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, dans mon portefeuille, j'ai des clients qui ont des PEA
ouvert dans les années 90, au tout début, il y a une trentaine d'années. Certains, j'ai regardé encore semaine dernière, j'ai un de mes clients qui avait mis à peu près 50 000 euros. Son PA, aujourd'hui, on est aux alentours de 650 000. Donc, tu vois le rapport. Et donc, ce PA-là, aujourd'hui, certains s'en servent comme complément de revenu. C'est-à-dire que je suis à la retraite, j'ai un PA qui fait 600 000 euros, ben, au lieu de toucher à mes contrats d'assurance vie qui ont un avantage notamment pour transmettre en cas de décès, ben, je vais utiliser le PA. Du coup, de temps en temps, si j'ai besoin de sortir 5 000 euros, 10 000 euros pour partir en voyage, vu que je suis à la retraite, j'ai le temps, je peux le faire. Si j'en ai pas besoin parce que j'ai une retraite confortable, à mon décès, ce PA sera transmis à mes héritiers qui pourront l'utiliser à leur guise. Donc, tout ça, c'est important de voir à la fois le très court terme, si jamais j'ai un pépin avec la voiture, avec une machine à laver, etc., de voir du moyen terme et de voir du très long terme, parce que ce qu'on souhaite tous, c'est de vivre le plus longtemps possible, dans de bonnes conditions. Et ma foi, pour avoir géré à la fois au début de ma carrière des gens modestes et aujourd'hui des gens riches, à choisir entre les deux, je préfère être riche. Donc, ce modèle-là, voilà, 50% de charges fixes, 30% pour les loisirs, 20% pour l'épargne. Et c'est cette épargne-là qui nous permettra, ben, quand on va commencer à se lancer dans l'investissement, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, quand ils démarrent dans la vie active, ils mettent un maximum d'argent de côté en se disant, dans 5 ans, je commence à investir, comme ça leur permet d'épargner au maximum. Si vous êtes en couple, que tous les deux vous mettez de côté, ben, ma foi, quand vous commencez à investir, on aura déjà mis un peu d'argent de côté, ne serait-ce que pour mettre un apport pour payer les frais de notaire dans le cadre d'un achat immobilier, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques années, il y a des banques qui acceptaient de financer plus de 100% du bien, c'est-à-dire que si le bien vaut 100 000 euros, il faut calculer à peu près 7 à 8 000 euros de frais de notaire et de frais d'agence, etc. Il y a des banques qui acceptaient de financer 110 000, 115 000. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On accepte de financer à 100% le bien, mais l'investisseur doit apporter de l'argent pour payer les frais de notaire, pour payer l'agent immobilier. Ce qui fait que donc, et même cet apport-là, c'est ce qui aussi nous permet, si jamais je dois dépasser le taux d'endettement, à cause d'un dépassement de 10 000, de 15 000 euros, je peux prendre dans mon épargne et l'injecter pour rester en dessous du taux d'endettement et être finançable par les banques. Donc, c'est fondamental. Quand on reçoit son salaire, la première chose à faire, c'est de mettre les 20% de côté avant toute chose. S'il n'y a plus assez dans les 30%, ben ma foi, si on ne va pas 10 fois au restaurant dans le mois, on ne va pas en mourir. Oui, d'accord. Et par contre, j'imagine qu'il y a des gens aussi pour qui, voilà, il n'y a pas. La difficulté d'arriver à la fin du mois n'est pas liée forcément au fait qu'il y a beaucoup de sorties au resto, c'est juste la situation, etc., qui rend pas si facile que ça de mettre les 20% de côté. Donc, je peux envisager qu'il y a quelqu'un à un moment précis pour qui c'est pas possible. Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles à la personne dans une situation comme ça de faire pour justement pouvoir, au moins progressivement, arriver à pouvoir épargner et investir par la suite? Alors, honnêtement, j'en ai rencontré dans ma carrière des gens qui étaient dans une situation financière extrêmement difficile et ce n'était pas à cause de mauvais crédits, très sincèrement. Il y a des gens, parce que ben, suite à une séparation, l'autre qui est parti ne verse pas la pension des enfants en temps et en heure. Madame qui se retrouve avec 2 ou 3 enfants à gérer seule. Sa voiture qui tombe en panne alors qu'il n'y avait pas d'épargne. Moi, j'en ai connu des gens extrêmement courageux qui travaillaient dur, qui se levaient tôt le matin pour travailler, pour gagner un salaire extrêmement faible, qui n'étaient pas dépensiers et qui pourtant ne s'en sortaient pas. C'est des choses qui arrivent, c'est malheureux, c'est comme ça. Donc, ces gens-là, ben, on ne peut pas les incriminer. Il faut tous les efforts pour s'en sortir. La vie ne leur a pas fait de cadeau et ma foi, les aléas entre la voiture, entre la machine à laver, le frigo qui tombe en panne tout d'un coup, ça ne leur permet pas de s'en sortir. Après, à côté de ça, il y en a d'autres qui se mettent inconsciemment en difficulté à cause justement de ces mauvais crédits dont on a parlé. Moi, j'en ai connu des gens qui avaient des salaires très très confortables, mais parce qu'ils avaient un niveau de vie qui dépassait largement leur capacité, ils étaient tout le temps à découvert. Quand vous gagnez 5 000 euros par mois et que vous êtes à découvert et que vous n'avez pas d'épargne, ben, ma foi, c'est qu'il y a un souci.
Ben, parce que monsieur a acheté une grosse voiture qui coûte très très cher en mensualité, une grosse maison, de belles montres, les sorties le week-end régulièrement, les vacances à l'autre bout du monde. Ben, ma foi, à ce rythme, effectivement, on ne devient pas riche. On a certes un salaire confortable, mais ce salaire ne nous permet pas de devenir riche. Contrairement à quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois, qui va au début de sa carrière prendre un petit logement pour dépenser, pour faire le maximum d'économies possible dans les 50%, faire des arbitrages dans les 50%, en limitant vraiment tout au strict minimum, qui va limiter aussi au maximum les 30%, donc très peu de sorties, et qui va mettre tout son capital dans les 20%. Et donc, on ne sera même pas à 20%, parfois on est à 30%, 40% de Wow. capacité d'épargne. Et donc, ce sont ces gens-là qui ont un objectif bien défini, très clair, en se disant, je fais un boulot qui ne me plaît pas, mon objectif c'est d'arrêter de travailler le plus rapidement possible, et donc ils vont faire ce sacrifice-là en limitant les sorties, les achats de baskets, de machins, etc., pour consacrer toutes leurs ressources financières en épargne, épargne, épargne. Et donc, ce sont des gens aussi qui, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, arrivent à vivre de leurs investissements et à devenir libres, indépendants, devenir indépendants financièrement. Hmm. Merci pour le partage, Mamadou. Dernière question. Voilà, si tu devais conseiller trois livres, alors je ne peux pas m'empêcher de Oui, poser cette question-là vu voilà, la chaîne Mind Parachutes. Donc voilà, si tu devais conseiller trois livres au oui, sujet de l'indépendance ou en tout cas de l'éducation financière, je oui. l'appellerai comme ça, quels sont les trois que tu proposes? Alors, d'abord de lire riche. Non, je plaisante. Voilà, il est là. Non, blague à part, moi, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué, qui m'ont inspiré, etc. C'est L'homme le plus riche de Babylone. Ça, c'est vraiment une Bible. Euh, Première vidéo de My Parachutes ouais, j'ai vu. avant tout le reste. La toute première, c'est dédiée à ce livre-là. Ouais. Mais d'ailleurs, dans la liste des 10 livres que je recommande, de mémoire, c'est le premier que j'ai recommandé dans la liste. Euh, de lire Napoléon Hill, parce que la richesse, ça commence d'abord là, dans la tête. Ouais, je vais pas le chercher, mais je l'ai à côté, celui-là aussi. D'accord. Vous le trouvez Donc, aussi sur My Parachutes. sincèrement, de lire tout ce qu'on peut lire dans les écrits de Napoléon Hill, parce qu'il en a fait des livres, Hmm. sincèrement. Et troisième livre, je ne vais pas être original, encore une fois, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Hmm. Parce que la Pourquoi force est... celui-là? C'est intéressant, celui-là. Ah oui, oui, moi c'est des livres qui m'ont profondément marqué, que j'ai lu et relu plusieurs fois, parce que c'est un message tellement puissant. Et encore une fois, se mettre en mode futur riche, ça commence d'abord dans la conviction profonde. Pour te donner Hmm. un exemple très simple, hein, ce livre, j'ai mis un peu plus de 4 ans à l'écrire. Et j'avais lu des livres sur la projection mentale, le fait de se répéter un objectif plusieurs fois pour que ça soit ancré en nous. Avant même d'avoir commencé à écrire les premières phrases du livre, j'étais déjà dans cette projection-là, en voyant mon livre dans mes mains, très Hmm. sincèrement. Et moi, ça a marché pour moi, sincèrement. Je ne sais pas pour les autres. Mais ça, cet exercice-là, je l'ai fait plusieurs fois. Je n'avais pas la couverture, je n'avais pas le titre, mais je voyais l'objet entre mes mains tous les jours, avant même que je Wow. commence à écrire les premières lignes. Et donc, cette préparation mentale, cette conviction, cette légende personnelle qu'on se construit avec l'alchimiste, c'est fondamental quand on veut se lancer. Donc Wow. ça, c'est la préparation avant tout. C'est comme, pour moi, c'est l'équivalent des fondations quand tu construis une maison, hein. Plus les fondations sont solides, plus ta maison résistera. Et après, ainsi de suite, les formations, les formations, les formations, avant de se lancer. Définir correctement son objectif. Qu'est-ce que je veux? Et ne pas regarder ce que fait le petit copain ou le voisin. Parce que souvent, l'erreur que commettent les gens, c'est ça. C'est de regarder dans leur entourage, de dire, ben, tiens, lui, il a acheté sa résidence principale. Tiens, lui, il a acheté un immeuble de rapport, sans se poser les bonnes questions, sans faire le bon diagnostic niveau personnel, pour savoir est-ce que ce que le voisin a fait, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me correspond? Et ça, c'est aussi important. Donc, il faut faire attention à tout ça. Super. Merci, merci beaucoup Mamadou pour ta disponibilité et ta générosité de tous les conseils, voilà, l'éducation
financières que tu as, voilà, que tu as partagées avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment sûr que les personnes qui ont suivi cet entretien ont beaucoup appris et voilà, partent avec des nouvelles idées. Et je souhaite aussi remercier toutes les personnes qui sont, voilà, qui sont encore là, qui ont suivi l'entretien jusqu'au bout. Merci, merci pour votre participation, votre attention. N'hésitez pas éventuellement à laisser vos questions pour Mamadou dans les commentaires. Voilà, on va essayer d'y répondre au moins par écrit dans les jours qui viennent. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour des nouvelles idées. Merci à tout le monde. Ciao, ciao!